Commémorer le 31 mai de chaque année, la journée mondiale de lutte contre le tabac avait pour thème cette année protéger les jeunes contre les manipulations de l'industrie du tabac au Gabon. Un début de réponse est apporté par la société civile. Pour en parler, je reçois aujourd'hui le docteur Alphonse Louma. Bienvenue sur ce plateau de complément d'information. Bonjour madame. Je rappelle à nos téléspectateurs, même si vous n'êtes plus à présenter, que vous êtes donc le responsable de l'ONG Agir pour le Gabon. Bienvenue une fois de plus, docteur Louma. Vous serez avec moi durant cette émission de complément d'information qui démarre maintenant. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous également sur ce plateau de complément d'information. Le docteur Alphonse Louma, responsable de l'ONG Agir pour le Gabon, qui n'est plus à présenter au grand public au niveau du Gabon et même au-delà des frontières du Gabon. Docteur, vous êtes aujourd'hui connu du grand public, comme je vous le disais, avec votre combat qui dure aujourd'hui 25 ans quand même, sans relâche. Aujourd'hui, vous avez mis en place un établissement spécialisé dans le traitement des dépendances liées à l'alcool et aux drogues de toutes sortes. C'est un début de réponse. Parlez-nous-en. Oui, madame, non, disons que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 25 ans de cela, que j'ai commencé le combat contre les addictions. J'avais créé l'ONG Agir pour le Gabon. Oui. Et pendant nos campagnes, on nous demandait, ben oui, vous faites la prévention, c'est gentil, et les personnes qui sont addictes, qu'est-ce qu'on en fait? Et quand j'ai regardé autour de moi, dans notre pays, il n'y avait pas une structure dédiée aux malades qui souffraient des addictions. Oui. Addictions au tabac, à l'alcool et aux drogues illicites et même aux jeux compulsifs. Ce qu'on appelle les drogues, la toxicomanie sans drogue. Donc c'est pour cela que je suis allé en formation. J'ai obtenu un diplôme universitaire d'addictologie, DU. Oui. Fort de cela, fort de ces compétences, j'ai créé la première clinique de traitement des addictions, de prévention et de traitement des addictions au Gabon. Une clinique qui se situe au niveau de la capitale gabonaise, à Libreville. Oui, à Libreville, à Ozangué. À Ozangué, en plein cœur de la capitale gabonaise. Est-ce que vous travaillez avec d'autres spécialistes docteurs dans cette clinique? Ah oui, c'est un vaste projet parce que les addictions, c'est une spécialité qu'on peut dire transversale. Il y a beaucoup d'autres spécialités. Et nous avons des psychiatres, addictologues, nous avons des psychologues cliniciens, nous avons des neuropsychologues, nous avons des psychanalystes, une psychanalyste, donc nous avons les médecins généralistes. Donc vraiment, c'est toutes ces compétences qui sont là et qui travaillent pour accompagner les malades qui veulent s'arrêter de boire, de fumer ou de se droguer. À ce niveau-là, quelle sera la durée du traitement? Est-ce que cette durée va varier d'une pathologie à une autre en fonction qu'on soit dépendant, par exemple, à l'alcool ou aux jeux vidéo? Oui, nous faisons la prévention, comme je l'ai dit, nous faisons la prévention, mais par rapport à la durée de la prise en charge, elle va varier. En général, ce sont les traitements au long cours, parce que nous avons aussi les groupes de parole après le sevrage, parce que les anciens toxicomanes ou addicts et ceux qui sont sortis de la dépendance se rencontrent pour... Un peu comme les alcooliques anonymes. Voilà, les uns pour témoigner qu'il est possible de s'en sortir et qu'il suffit d'être accompagné, d'autres pour dire que bon, nous voulons nous en sortir et comment. Donc en aval, nous aurons donc ce groupe-là de parole, avec les familles qui vont se retrouver avec les malades pour échanger. Et on aura aussi des ateliers socio-éducatifs pour aider, pour renforcer le sevrage. Donc vraiment, c'était un vaste programme qui est là. On ne peut pas dire qu'on... Et puis il y a les rechutes aussi, il y a les rechutes. Dans notre jargon, une personne qui s'est sévrée pendant X temps, il peut lui arriver de rechuter, de recommencer, de se relever. Et notre travail sera d'accompagner ces personnes pour leur expliquer que la rechute n'est pas une catastrophe, qu'on peut chuter et puis se relever et continuer. Mais alors, docteur, on sait que ces personnes qui sont addictes à une certaine drogue, que ce soit à l'alcool ou à la cigarette ou autre, ont souvent ce déni-là, du fait qu'elles soient addictes à cette drogue-là. Comment vous comptez que les patients viennent vers votre structure? Est-ce que vous comptez sur les parents? Parce que c'est aussi quelque chose de volontaire pour sortir d'une certaine dépendance. Madame, votre question est centrale, parce qu'effectivement, beaucoup d'addicts sont dans le déni. Or, on n'est pas addict qui veut l'être.
Il y a des personnes qui peuvent consommer même l'alcool toute leur vie durant sans jamais développer une dépendance à l'alcool. Donc, nous sommes là pour comprendre, écouter, accompagner. Maintenant, ceux qui sont dans le déni, souvent, il y a des occasions de plus de conscience. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est licencié parce que alcoolique, hein, parce qu'aucune entreprise aujourd'hui ne peut accepter à son sein, s'il veut avoir un bon rendement, un malade. Prenez un chauffeur qui va casser la voiture, un mécanicien qui va coûter cher parce qu'il va mal tourner, un boulon. Donc, ces personnes-là licenciées, pour cause de consommation excessive d'alcool ou de drogue, vont prendre conscience. Quelqu'un qui a commis un forfait, un homicide, sous l'emprise d'une drogue, une fois devant la justice, on peut lui accorder chance si jamais elle veut vraiment se ressaisir. Donc, il y a aussi le cas de divorce. Un homme qui est divorcé parce que la femme ne peut plus supporter l'alcoolisation massive de son mari, il arrive le soir, la maison est vide, madame et les enfants ont déménagé. Donc, il y aura des occasions. Et aussi, dans nos entretiens, il y a ce qu'on appelle les entretiens motivationnels. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer aux personnes, avant même la cure, avant le sévrage. Je prends l'exemple de nos médecins généralistes. Qu'est-ce qu'ils font? Devant une hypertendue, ils vont lui expliquer tranquillement que votre hypertension, elle peut avoir pour origine votre consommation d'alcool ou de drogue. Par exemple. Donc voilà, donc c'est ça, tout ça, c'est le travail de longue haleine. Il y a une chaîne, il y a le médecin généraliste, il y a la famille, et voilà, c'est sûr. Donc vraiment, le déni, il existe, il existera, mais on peut le briser pour accompagner les gens vers des thérapies. Aujourd'hui, on remarque que c'est une véritable réponse à ce problème qui se pose déjà depuis plusieurs années, à ce fléau même. Mais est-ce qu'au niveau de l'État, il y a une sorte de volonté politique pour accompagner ce genre d'initiative de la société civile? Mais écoutez, merci madame, l'État existe et l'État ne saurait tout faire tout seul. Dans aucun pays du monde, l'État n'a réussi à tout faire tout seul. L'État doit comprendre que les ONG comme Agir pour le Gabon essaient de l'aider accomplir ces missions régaliennes. Parmi ces missions régaliennes, il y a la santé. L'État doit protéger la santé de tous ses citoyens. Bon. Maintenant, notre rôle, c'est quoi? C'est de poser des actes comme ceci. La mise en place d'une structure. Notre ONG a combattu pendant 25 ans. On a obtenu quoi? On a obtenu la lutte anti-tabac. On a obtenu, je vais dire, la loi anti-tabac. La loi. Voilà, ce n'est pas donné d'avance. Parce qu'il y a aussi qu'en face de nous avons des lobbies de l'industrie de la cigarette. Qui sont là pour tout faire pour qu'il y ait des consommateurs. Et plus il y a des consommateurs, plus il y a des morts. Et eux, leur portefeuille s'enfle. Donc nous sommes là pour vous dire que l'État, nous sommes partenaires de l'État. Et ce genre de missions tombe à point nommé après la voiture de la clinique dédiée au traitement des addictions, pour l'État comprenne que nous avons besoin de l'aide. Surtout que cette clinique a été créée sur fonds propres. Et donc, nécessairement, nos moyens sont limités. Certainement aller vers des initiatives plus convergentes où il y a une sorte de partenariat public-privé. Absolument, nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts à ce qu'il s'agit de la santé des Gabonais. Et malheureusement, il y a un pan important de malades dans ce pays. Ce pan est laissé pour compte. Je pense aux toxicomanes, aux malades mentaux. Beaucoup de malades mentaux sont issus du monde de la drogue. Vous, non? Les violences conjugales, les violences en milieu scolaire, et les homicides volontaires, les accidents de la circulation et de la route. Tout ça, c'est interlié en fait. Et ça obère, ça gêne notre développement économique et social. Quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans meurt parce qu'il y a eu un accident évitable, parce que quelqu'un a conduit sous l'emprise d'une drogue. Donc nous sommes là pour aider l'État, pour aider nos compatriotes, que vraiment nous sommes ouverts à toute forme de contribution. C'est d'autant plus important parce que cette année, la thématique était axée sur la jeunesse. Et selon une étude récente, on a remarqué que 12% des jeunes dont la tranche d'âge varie entre 10 et 13 ans sont des fumeurs. Aujourd'hui, docteur, quelle stratégie pour ces jeunes-là, pour sauver ces jeunes-là de l'emprise de l'industrie des drogues finalement? Mais écoutez, la stratégie, c'est faire la prévention d'abord. Prévention au niveau scolaire, au niveau
de l'État. Est-ce qu'au niveau, niveau de votre ONG, vous allez poursuivre? Vous avez par exemple des chiffres depuis que vous faites cette sensibilisation au milieu scolaire, par exemple. Est-ce que vous sentez que la courbe elle est plutôt décroissante ou qu'elle a plutôt tendance à grimper? Elle a tendance à grimper parce que je ne vais pas faire si dire que non, c'est parce que notre ONG existe, elle n'est pas la seule. Notre ONG n'est pas la seule à combattre le tabagisme. Oui. Mais malheureusement, notre partenaire privilégié, qui est l'État, ne nous facilite pas la tâche. Aucune ONG qui existe dans le champ de la lutte contre le tabac n'est financée par l'État, malheureusement. Et c'est l'occasion, quand je dis ça comme ça, du coup, vous comprenez que c'est un appel de pied que lance à notre gouvernement. On a compris voilà, et le gouvernement également a compris. Nous sommes là pour vraiment faire ce travail-là, mais c'est pourquoi d'ailleurs nous dédions cette clinique à la jeunesse gabonaise. On a déjà un service de sévrage anti-tabac qui est animé par le docteur Ulrich David Kombila, qui est maître assistant à Ocus, et donc qui va s'occuper de cette partie des jeunes, en particulier, tout le monde bien sûr, au niveau du tabagisme. Donc en fait, nous nous battons, on fera tout ce qu'on peut au niveau de la clinique et même de l'ONG, prévention, prise en charge, voilà. Suivi, accompagnement. Voilà. Donc, mais ça a un coût. La prévention a un coût. C'est pas un coût. Malheureusement, la prévention a un coût et ce coût, il faut le payer. Et notre ONG n'a pas forcément tous les moyens matériels et financiers pour y remédier. Mais en tout cas, on fait notre part. Mais alors, docteur, on parle de l'État, on parle de la société civile. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième partie qu'on met souvent de côté, donc la responsabilité parentale, finalement, elle se situe à quel niveau? Mais les parents c'est le pilier. C'est le pilier du pays, c'est le pilier de notre vivre ensemble. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là. On a posé des actes que tout le monde peut voir en 25 ans. Oui. Si chaque parent donne 1000 francs CFA à notre ONG ou à la clinique, je dis 1000 francs CFA, on pourrait faire de grandes choses. Donc les parents aussi doivent mettre la main à la poche. Ne pas être dans le déni que non, moi je ne bois pas, je ne suis pas concerné. En plus des cotisations que les parents pourraient vous apporter, il y a aussi le prolongement, sinon le relais de la prévention et de la sensibilisation au milieu familial. Parce que si des enfants de plus en plus jeunes sont touchés par ce fléau, là on parle de 10 ans, c'est quand même très jeune, c'est qu'à un moment donné, les parents ont fauté. Parce qu'il y a des parents qui poussent à la consommation de drogue en milieu familial. Nous avons des milieux familiaux qui sont de plus en plus toxiques. D'accord. Les parents sont démissionnaires. Et quand je vois certains parents pousser les enfants à l'alcoolisation, à la drogue, une femme qui est en grossesse, qui boit l'alcool, elle ignore qu'elle intoxique son futur citoyen qui va naître alcoolisé ou toxicomane. Oui. Quand je vois pendant les anniversaires, quand je vais voir comment les parents apportent des alcools, tous les spiritueux, alors que les enfants sont là pour les regarder. Quand les papas et maman se battent, parce que l'un ou l'autre est toujours ivre. Donc le milieu familial est de plus en plus toxique et ça crée un environnement dysfonctionnel qui crée des citoyens malades. Mais est-ce que finalement votre structure, c'est une initiative, comme je le disais, à louer? Est-ce que cela suffit-il à tordre le cou à ce fléau ou qu'est-ce qu'il faut encore faire? Ah, vraiment, madame, vraiment, chacun fait sa part. Moi, en tant que citoyen responsable, en tant que père de famille, en tant que professionnel de la santé, j'ai compris depuis 25 ans qu'il faut faire quelque chose. Et je l'ai fait. Si chacun nous regarde aujourd'hui, prenne conscience que les drogues tuent, que les drogues affaiblissent l'économie d'un pays, que les drogues financent les guerres civiles, et la grande criminalité transfrontalière, parce que les drogues sont au centre de la souffrance du monde. Moi, j'ai fait un coucou à nos amis d'OCLAD. Oui. L'OCLAD, l'Office central de lutte antidrogue, qui fait un travail remarquable. Nous avons des policiers fantastiques. Mais malheureusement, ces policiers font un travail sans grands moyens. Oui. Donc, on les a vus dans plusieurs campagnes de sensibilisation. Voilà. Donc ces policiers de l'OCLAD, ils ont une formation qui n'a rien à envier aux policiers d'autres pays développés. Il faut qu'il y ait des moyens pour donner à ces
ses compatriotes qui bravent la souffrance. Et voilà. Donc, je dis qu'il faut que chacun puisse faire sa part. Nous, en tant qu'ONG, on fait la nôtre. Et souvent, quand on a eu besoin de faire appel à l'OCLAD pour nous aider dans les sensibilisations, ils sont venus. Et j'ai découvert vraiment des policiers vraiment très talentueux. Voilà, et quand je vois que voilà, ce qu'ils font, c'est chapeau. Hein. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, avec un dispositif réglementaire qui est quand même aux standards internationaux, avec une société civile qui est assez éveillée et qui va de plus en plus de l'avant en posant des actes, est-ce que finalement le Gabon pourrait servir d'école aux autres pays de la sous-région? Ou est-ce qu'il y aurait un pays en Afrique qui pourrait plutôt inspirer le Gabon dans ce sens-là? Mais je crois qu'en Afrique centrale, nous sommes parmi les pionniers. Hein. Aujourd'hui, je parle de la clinique de prise en charge des addictions. Oui. Et donc, je dis, bon, je n'ai pas envie de me lancer les fleurs sur ce plateau. Je vais dire que je suis modeste. Non, je pense que ce qu'on fait, c'est on peut faire ce qu'on peut faire à un moment donné de l'histoire, en fonction de nos moyens intellectuels et physiques. Maintenant, si on peut servir de modèle, nous aussi on a besoin de s'inspirer. On ne va pas toujours réinventer la roue. Ce que l'on chante de faire aussi au Gabon, d'autres l'ont fait en mieux ailleurs. Oui. Et bon, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que nous devons nous serrer les coudes, comprendre que les addictions, comme je l'ai dit, si nous voulons un pays développé, il faut que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas laisser en marge de la santé un pas important de nos concitoyens. Écoutez, le Gabon, c'est un pays bizarre. Souvent, quand il y a un accident spectaculaire de la route, comme au Ponomba, ça fait la une des journaux. Après, on passe à autre chose. On fait de saupoudrage, sans pourtant aller au fond des choses pour regarder pourquoi. Et ailleurs, madame, devant un accident de la circulation, on fait un test d'alcoolémie ou de drogue. Qu'est-ce que ça empêche au Gabon de faire ça? Que devant chaque accident de la circulation, on fait prélèvement de sang ou on fait souffler l'alcotest pour voir si ça a été fait, si l'accident a été commis. Et aller même au-delà dans les contrôles de police, voir le taux d'ébriété, par exemple, des personnes au volant. Docteur, aujourd'hui, on parle de la pandémie de Covid-19. Quel lien y a-t-il entre la consommation des drogues et cette pandémie-là? Ah, madame, vous êtes très cultivée. Vous savez, tu as la réponse. Non, en vérité, les personnes qui sont toxicomanes, que ce soit les fumeurs de cigarettes, que ce soit les alcooliques, sont des populations à risque par rapport à la propagation, la contamination du Covid-19. Ça, on le dit, mais malheureusement, bon, quand on a dit ça aussi, il faut créer les conditions. Et c'est pourquoi notre clinique est là, pour dire aux membres du COPIL que si jamais il y avait des patients qui étaient addicts, il fallait encore qu'ils sachent qu'ils sont addicts. Qui sont addicts. Mais on aurait pu nous associer. Nos compétences, que nous puissions, on a des tests, on a des psychologues cliniciens, on a des psychiatres, pour qu'on voit, avant de mettre quelqu'un en quarantaine, madame, vous le mettez en quarantaine, c'est un sévrage obligatoire. Le syndrome de sévrage a des conséquences qui peuvent être mortelles. Vous l'obligez à rester sans consommer sa drogue pendant un temps. Mais comment on fait? C'est pourquoi il y a des fugues. Si la consommation de drogue est considérée comme un risque pour des personnes qui pourraient être exposées au coronavirus, comment on fait si lui refuser, du moins l'empêcher d'avoir accès à une drogue serait dangereux pour lui? Non, comme je dis, il aurait été souhaitable que nous puissions être associés. Quand je dis nous, c'est-à-dire que les addictologues. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut encore faire? La pandémie est toujours présente au Gabon. Nous sommes là, on en parle. Parce que j'ai pris conscience que quand je vois des gens fuguer, je ne dis pas que tout ce qui fugue sont dépendants, sont addicts. Je n'ai pas dit ça. Mais ce serait une piste. C'est tellement qu'il y en a qui sont en souffrance. Parce que vous voyez souvent autour de vous, il y a des personnes qui, le matin, avant de travailler, prennent un verre de bière ou d'alcool. Ou une tasse de café. Voilà, parce qu'effectivement, sans cette consommation qui est là, qui peut sembler les apaiser, c'est une souffrance qu'ils apaisent. Ouais. Donc, ces personnes, c'est pareil pour les personnes qui sont confinées ou qui sont en quarantaine, parce que malades Covid-19 positif. Ces personnes ont besoin d'un regard d'un addictologue pour voir si elles sont dépendantes ou pas, pour pouvoir supporter la mise en quarantaine. Dans la mesure où les psychologues et toutes les personnes qui sont chargées de leur suivi finiraient par comprendre que ces personnes sont dépendantes,
Quelle est la conduite à tenir? Est-ce que on les traite d'une certaine façon encore plus particulière que des Covid-19 positifs simples? Non, ça veut dire qu'ils ont une double pathologie, au triple. Parce que non seulement ils sont Covid-19 positifs, mais ils sont aussi addicts à quelque chose. Et le rôle de l'addictologue, c'est de l'accompagner, les addicts, à alléger la souffrance due au sévrage. Et on apporte ce qu'on appelle, dans notre jargon, des solutions au syndrome de sévrage, c'est-à-dire de soigner. Oui, oui. En Afrique du Sud, par exemple, docteur, on a interdit la consommation de l'alcool et du tabac lorsqu'il s'agissait du confinement total de la population. Est-ce que le Gabon n'aurait pas dû emboîter le pas? Interdire la consommation complète, oui. Bon, quand je vois que les Gabonais boivent trop, mais on a fermé les bars vous risquez de me boire en cachette. et des vies de Moi, boissons. quand je vois comment nos hommes en uniforme sans leur jeter la pierre, ils arborent plutôt les grandes artères, mais que nous qui allons souvent dans les MAPAM, comme on dit, on voit comment les gens boivent. Quartiers sous-intégrés. Ouais, ils boivent, les gens, et ceux qui boivent en cachette aussi, ils ont fait leur plein de leur consommation. Non, la question est tellement complexe que, bon, interdire, oui, bon, est-ce la solution? L'accompagnement des personnes en souffrance, oui. Qu'ils sachent que maintenant, il y a une clinique qui peut les aider à supporter leur syndrome de sévrage, ces souffrances-là, oui, ils peuvent venir chez nous. Je dis, bon, il y a une clinique, la clinique Alia et Zeda Loumaïwa, c'est le nom de la clinique. D'accord. Que j'ai dédié à mes enfants et à tous les enfants gabonais. J'ai dédié cette clinique à tous les Gabonais et aux jeunes Gabonais, parce que ce sont eux qui payent le tribut de la consommation de drogue. Ce sont nos enfants et petits-enfants. Donc, je leur dédie cette clinique-là. Docteur, donc, ouais. Oui, allez-y, terminez. Non, je disais que nous sommes là pour accompagner les personnes qui désormais savent qu'il y a une structure dédiée à leur... Une fois on est dépendant à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, comment on fait d'abord pour se rendre compte que nous sommes déjà dépendants et quel est le premier pas à faire pour sortir de cette dépendance-là? Ah oui, la dépendance, c'est quand on sait qu'on prend conscience qu'on lie la consommation du produit au malaise. Parce que si vous avez une cirrhose, par exemple, et que vous savez que cette cirrhose est due à l'alcool ou à l'alcool, et que vous continuez la consommation, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un mal-être ou un malaise. Il y a un produit, il y a un environnement, et vous poursuivez quand même, malgré le fait que l'entourage se prenne de votre comportement, vous poursuivez ce qu'il y a une dépendance. À partir de là, quand vous avez cette lucidité, même ponctuelle, en général, les gens qui sont dépendants, la consommation, c'est souvent une sorte d'appel au secours. C'est comme quelqu'un qui est sur un sable mouvant, et s'il gesticule, il bouge. Et quand le sable lui arrive au niveau du cou, il lève les mains pour appeler au secours. C'est aussi une signification à la consommation des produits. Donc, quand on a pris conscience de cela, et malheureusement, avant la clinique, avant sa mise en marche, avant sa création, que faisaient nos personnes, nos malades? Ils allaient dans les temples du Mbanja, dans les églises éveillées, et là-bas, parfois, c'est la catastrophe. Et pourtant, docteur, on a vu certaines études qui prouvent que l'iboga, une plante qui est très connue au niveau du Gabon, aurait des vertus pour certains toxicomanes. Mais dans d'autres pays, est-ce qu'au niveau de votre clinique, vous avez étudié cette piste-là également? La clinique vient de s'ouvrir. Elle a été ouverte au public le 1er juin 2020, donc c'est récent. Mais pour faire une fleur comme ça, la pharmacopée gabonaise. Non, mais c'est une fleur, plus qu'une fleur, parce que l'iboga fait partie de notre patrimoine culturel. Et je crois que le gouvernement l'a compris comme ça et l'a même situé. Mais je sais que dans plusieurs pays au monde, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de cliniciens utilisent l'ibogaïne. L'ibogaïne qui est un alcaloïde issu de l'iboga. Précisez que ce n'est pas l'iboga à l'état brut. Voilà, c'est l'alcaloïde qu'on a extrait de l'iboga pour soigner les personnes qui sont dépendantes de drogue. Donc, au Gabon, nous y pensons. On a déjà eu le contact avec certains compatriotes qui connaissent ces questions-là et surtout nos chercheurs. C'est une piste, parce que pourquoi en Serbie on utilisait... Ou au Mexique, en non, Amérique je parle de ce que je connais, jusqu'en Serbie. Il y a une clinique qui n'utilise que l'ibogaïne. Et en Israël aussi, ils utilisent l'ibogaïne pour soigner, même en Amérique. Donc nous aussi, nous ne pouvons pas réinventer la roue, puisque l'iboga est là, chez nous, on va y penser, on y pense depuis. Mais je crois que ça va aller, on va pouvoir utiliser l'ibogaïne pour soigner
nos personnes malades des addictions. En tout cas, c'est une réflexion à porter également dans le long terme. Merci à vous, docteur Louma, d'être passé sur notre plateau. On retient que la société civile gabonaise est très active et que vous avez mis en place une structure pour lutter contre les dépendances aux drogues et à l'addiction à l'alcool. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir également été des nôtres dans l'espoir de vous avoir édifié sur la question. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.